Bonjour à toutes et tous. Il est 14 heures, donc nous allons attaquer ce petit webinaire. J'espère que vous m'entendez correctement. Si vous ne me voyez pas, ne réglez pas votre caméra, ça vous évitera une frayeur. Je me présente, je me nomme Loïc Prouvez et je vais aujourd'hui animer ce webinaire sur la sûreté économique. Alors tout d'abord, et en quelques mots très rapides de mon parcours, moi je suis issu du ministère des Armées, au sein duquel j'ai occupé des fonctions spécialisées durant plus de 20 ans, notamment sur cette thématique de sûreté économique, mais sur d'autres tout aussi intéressantes, mais toujours en lien avec la sûreté et la sécurité. J'interviens aujourd'hui sous l'égide de l'association ADES, qui est l'association des experts en sécurité et sûreté, association qui a pour objectif de partager de l'information et l'information de toutes sortes, l'accroissement des compétences professionnelles de toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Cette association est également en mesure de vous apporter conseils, formations et préconisations par le biais des experts qui la composent. Son objectif est de trouver des solutions communes avec nos partenaires, nos membres, nos experts, afin d'améliorer la sécurité et la sûreté de la défense de vos entreprises, et ce, dans l'intérêt général. Alors, j'insiste sur le terme d'intérêt général, qui me semble aujourd'hui primordial au regard du contexte actuel et puis de la crise que nous connaissons tous. Je vous invite donc à terme à nous contacter, vous ou votre entreprise, via l'adresse web que vous trouverez au bas de chaque diapositive de la présentation qui est devant vous. Nous allons donc aborder la sûreté économique durant environ 45 minutes et que nous compléterons par un jeu de questions-réponses de 15 minutes environ. J'espère donc moi un échange particulièrement vivant. N'hésitez pas à poser vos questions par l'intermédiaire de l'onglet questions que vous trouvez à droite de votre écran ou par le chat, et j'y répondrai à la fin de mon petit monologue d'une heure. Le PowerPoint également, dernier point, le PowerPoint qui est actuellement sous vos yeux sera disponible sur le site de l'ADES. Donc toujours pareil, par l'intermédiaire de l'adresse web que vous voyez. Alors, la sûreté économique, vaste question. Mais qu'est-ce que la sûreté économique? En fait, tout d'abord, la sûreté économique, c'est la protection des informations qui, actuellement, en France, est une notion qui n'est pas encore d'un usage courant, alors que dans les pays anglo-saxons ou asiatiques, elle fait partie de la boîte à outils du chef d'entreprise. C'est une philosophie comportementale et technique de tous les instants. Mais quand on parle donc de sûreté économique, avant tout, on va essayer de la définir correctement. Donc la fonction sûreté économique, en fait, c'est la capacité à assurer la protection des personnes et des actifs matériels et immatériels d'une organisation, d'une entreprise. Elle vise avant tout à prévenir les dommages malveillants, mais parfois également non intentionnels, ou tout du moins considérés comme tels. Son domaine d'application est vaste. Outre la protection des installations contre les intrusions physiques, on va parler de sécurité périmétrique, mais là de sécurité, la sûreté économique s'intéresse à la valorisation et la sécurisation des informations qui finalement en fait sont le premier actif d'une entreprise et nécessite en revanche de connaître l'ensemble des différents modes d'action d'information afin de s'en prémunir. Un petit rappel sur la différence entre sécurité et sûreté, puisque alors à l'étranger, le distinguo se fait très rapidement, notamment par la langue anglaise, sécurité, safety, et sûreté, security. Donc, vous voyez sur la diapo, effectivement, que la sécurité consiste à prévenir les accidents par définition involontaires, et que la sûreté, en revanche, s'occupe de tous les incidents et les actes malveillants volontaires. Donc là, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, et notamment en termes de sûreté économique, on va aborder la partie vol, la partie contrefaçon, qui fera en sorte, bien évidemment, la part belle au délit d'initié par la suite, mais à l'espionnage ou à des actes terroristes, tout simplement. Bien que là, sur la partie sécurité économique, on ne va pas s'intéresser à la partie lutte contre le terrorisme, puisque c'est un domaine bien spécifique et bien à part. Alors, les grands principes de la sûreté économique. La sûreté économique vise à identifier les risques, menaces, vulnérabilités d'un établissement, donc par un diagnostic, ce qu'on peut appeler une étude de risque. Je parlais tout à l'heure de préservation de l'information. Vous voyez sur la diapo qui est devant vous que l'acquisition d'informations s'effectue par le biais de 3 piliers. Là, on va parler et on va employer le terme d'espionnage industriel, puisque concrètement, en fait, c'est ce dont il s'agit.
Vous avez, on va commencer par la partie du bas, vous avez la partie espionnage technique qui correspond à de la cybersécurité, et je vois que dans la liste des participants, il y a des experts renommés en cybersécurité qui, eux, sont plus à même que moi de vous en parler et beaucoup plus compétents. Vous avez une partie espionnage opérationnel, donc acquisition opérationnelle, qui revient ni plus ni moins à du cambriolage ou du vol en direct, que ce soit au sein de votre entreprise ou lors des déplacements de vos collaborateurs à l'étranger. On parle régulièrement des chambres d'hôtel. Dérober des informations détenues par un salarié de votre entreprise dans une chambre d'hôtel, ou tout du moins sans forcément la dérober, ne serait-ce que la copier sans que cela se voie, c'est assimilé à effectivement de l'espionnage opérationnel. Et vous avez la troisième partie qui tient le haut de la pyramide, qui est le mode d'acquisition le plus perverse qui puisse exister, qui est ni plus ni moins que l'espionnage humain. Quand je dis perverse, en ce sens que lorsque vous intégrez un personnel au sein de votre entreprise ou un nouveau personnel au sein de votre entreprise, il est très difficile pour vous, entreprise privée, hors organisme d'État, de détecter ou de déceler une tentative possible de contact humain ou de recrutement, en fait, soit de la part d'une entreprise, soit de la part d'un État étranger ou d'un État étranger pire qui est en lien avec une entreprise, une de ces entreprises nationales, qui souhaite récupérer des informations vous concernant et concernant votre entreprise. Là, c'est assez difficile. On en parlera durant cette intervention et j'essaierai de vous communiquer quelques petits éléments qui vont vous permettre de pouvoir détecter une tentative éventuelle d'acquisition d'informations. On parlait donc, en parlant de sûreté économique, la sûreté économique concerne ni plus ni moins, en fait, l'obtention d'informations sensibles qu'il est difficile de protéger. Donc, s'il est évident que concrètement, protéger vos informations d'entreprise peut vous paraître classique, normal, cette protection d'entreprise, elle ne doit pas, d'une part, de son côté, réduire votre domaine d'activité, réduire le volume d'activité de votre établissement et concrètement, en fait, s'insérer dans une stratégie globale d'entreprise. Pour autant, donc il faut réunir l'ensemble des conditions nécessaires à la protection de vos données, par une protection accrue, par des éléments en fait que l'on va aborder tout de suite après. Mais sans pour autant attiser l'intérêt et la curiosité d'autres entreprises. Une entreprise étrangère, concurrente de la vôtre, ou un État, ni plus ni moins, qui va s'intéresser à vos technologies et qui va déceler que concrètement vous avez augmenté votre niveau de sécurisation et niveau de sécurisation de vos données, inévitablement, elle va s'intéresser à vous. Concrètement, plus vous vous protégez, plus vous attirez l'attention. Donc il s'agit de se protéger sans forcément montrer à l'autre que vous vous protégez. C'est un jeu de dupes, c'est un jeu de dupes bien connu des services de renseignement notamment, mais il n'en demeure pas moins que cette protection-là est inévitable. On va voir également comment se protéger de tout cela, mais sans s'isoler. C'est-à-dire, dans un premier temps, effectivement, effectuer une analyse risque, c'est-à-dire déterminer les informations et les données qu'il est nécessaire de protéger et qui causeraient un préjudice important à votre entreprise, en leur apportant un soin tout particulier, que ce soit en termes de stockage, de déplacement ou autre, mais sans montrer que concrètement, vous avez protégé ces données. Donc, le but dans un premier temps, c'est effectivement d'identifier les risques, les menaces et l'ensemble des vulnérabilités de l'établissement, par un diagnostic général. Affecter des moyens, ça me semble inévitable malheureusement aujourd'hui. Affecter les moyens nécessaires à la mise en sûreté de l'ensemble de vos actifs, c'est primordial. On se rend compte, par expérience, par déplacement, par contact avec des entreprises, avec des coordinateurs en sûreté ou en sécurité, que concrètement, cette notion-là n'est pas forcément toujours bien accueillie en France. Les moyens à mettre en œuvre paraissent coûteux, sont souvent considérés comme des dépenses et non pas comme un investissement.
Or, la sûreté économique, il s'avère que c'est un investissement et ça doit rester un investissement. Sur le coup, ça peut paraître très coûteux, mais on n'a pas idée, mais en France, de la perte que peut générer en fait toutes les failles en sûreté économique. L'année dernière, 2019, alors c'est un calcul qui a été fait par des organes étatiques français. On a estimé environ la perte à 46 milliards d'euros. Je répète, 46 milliards d'euros. C'est énorme. Les entreprises françaises, de la plus grosse entreprise à la plus petite, sont impactées. Des exemples, il en existe à l'appel. Il y a à peine 6 mois, une petite PME bretonne s'est fait dépouiller complètement des plans d'un matériel sur lequel elle innovait, sur lequel elle était effectivement en pointe, et elle s'est fait dépouiller en fait l'ensemble de ces éléments par un pays asiatique que je ne nommerai pas, mais que vous avez clairement identifié tous. Comme je suis pour la paix entre les pays et la paix des ménages notamment, je ne vais pas citer la Chine, ça ne se ferait pas. Alors, après avoir identifié les risques, les menaces et les vulnérabilités, effectivement, le point important, c'est de mettre à disposition de l'ensemble des personnels des supports, que ce soit des plaquettes de communication, des notes de service, effectuer de la communication dédiée, de la sensibilisation, de la formation. Tous ces supports doivent être simples, accessibles à tout le monde et actualisés régulièrement par des exemples ou autres. Organiser inévitablement un dialogue régulier sur les problématiques de sûreté, tant horizontalement que verticalement. C'est-à-dire que concrètement, on va voir de toute façon tout à l'heure que, outre les tentatives d'intrusion par moyens techniques, donc de cyber, ou par moyens opérationnels, c'est-à-dire le cambriolage, le vol ou autre, effectivement, l'humain reste aujourd'hui et redevient, j'allais dire aujourd'hui, un des vecteurs d'acquisition de renseignements pour soit des services étrangers, soit des entreprises concurrentes. Et je le répète, les entreprises concurrentes ont souvent, mais très souvent, le soutien de l'État du pays auquel elles appartiennent. Et donc concrètement, effectivement, vous vous retrouvez confronté à des professionnels de l'acquisition de renseignements. Donc l'humain, on considère toujours, et à juste titre, que l'humain est la faille, de toute façon, dans toutes les fuites potentielles de données d'une entreprise. C'est la réalité. Il n'y a que l'humain qui est faillible, concrètement. Voilà. Donc, si vous sensibilisez vos collaborateurs à ces problématiques de sûreté, que vous leur donnez des exemples, je vous en donnerai tout au long de ce webinaire, si vous leur donnez des exemples et que vous les sensibilisez à tout ça, ils seront moins sensibles. C'est un peu comme le syndrome de Stockholm. Lorsqu'on connaît le syndrome de Stockholm et que l'on y est sensibilisé, qu'on connaît les différentes phases qui amènent à en être victime, du coup, on n'en est plus victime. Là, c'est exactement la même chose. À partir du moment où vous savez comment procède une tierce partie ou une entreprise étrangère ou un État étranger pour l'acquisition de données d'entreprise, si vous savez exactement comment il fonctionne, généralement, vous arrivez à vous prémunir un petit peu plus facilement. Ensuite, ce qui est intéressant également de voir, c'est évaluer dans quelle mesure votre établissement peut bénéficier de l'aide proposée par l'État. Alors, certains vont pouvoir dire que effectivement l'aide d'État, aujourd'hui, elle est difficile à obtenir, que les contacts sont très difficiles à avoir. Dans chaque entreprise, logiquement, il devrait y avoir une fonction sûreté qui, elle, est à même de pouvoir entrer en contact avec ces organes. La plupart du temps, ces organes-là sont au nombre de 4. Vous avez la DGSI, que vous connaissez tous, donc par le biais du ministère de l'Intérieur. Vous avez le ministère des Armées par la direction du renseignement du secret de la défense, la DRSD, anciennement DPSD, qui, elle, peut vous aider également à protéger vos actifs d'entreprise. Vous avez la DGSE, inévitablement, et vous avez également, et ça on l'oublie, le ministère des Finances par l'intermédiaire de la DNRED, qui est la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Ils ne font pas que de l'enquête douanière, ils font aussi du renseignement, et par le biais d'enquêtes douanières, ils arrivent aussi à identifier des fuites et des failles dans votre entreprise en termes de sûreté, notamment de fuites de données sensibles. Alors,
toutes vos données et vos informations sensibles ne peuvent pas être protégées de la même façon, au risque de réduire en fait le volume d'activité de votre entreprise et de l'établissement. Donc l'analyse précise des risques, elle est importante, je vous l'ai dit, en établissant au départ et en appréhendant les enjeux qui sont liés aux informations détenues par l'établissement et en concertation avec l'ensemble des organes de l'entreprise. Ça va du board, du PDG, CEO, jusqu'au plus bas de l'échelle. Donc, en établissant une petite grille de questions qui permettent d'apprécier la sensibilité de l'information en fonction de l'activité. Donc, il est bien évident que au sein de votre entreprise, si l'entreprise détient des informations extrêmement sensibles, l'information est cloisonnée. Donc, ça veut dire que Paul ne peut pas avoir forcément accès aux documents auxquels a accès Jacques, et inversement. Ensuite, en hiérarchisant la sensibilité des informations en fonction du préjudice que pourrait subir l'entreprise, et en évaluant les risques de fuite lors de ce qu'on appelle la vie opérationnelle de l'information, tout en appréciant s'il s'agit en fait de risques humains ou techniques. Je m'explique. Une information en entreprise a une durée de vie. Je reprends l'exemple de cette petite entreprise bretonne. Il est bien évident que les données techniques du modèle qu'elle était en train de concevoir, ces données techniques ont une durée de vie. Donc, c'est-à-dire que pendant 6 mois, 8 mois, durant la phase de développement ou de recherche, les données concernant ce produit-là doivent être impérativement protégées. Et donc, l'accès à l'information de ce produit au sein de votre entreprise, cet accès-là doit être cloisonné. Alors, je rebondis un peu sur un élément que je vois au sein du chat là, pour aborder les TPE, PME et indépendants. Alors, pour les TPE et les PME, c'est exactement le même principe. La sûreté économique, en fait, ne fait pas le distinguo entre une grande entreprise ou un grand groupe implanté mondialement et une TPE ou une PME. Les données sont exactement les mêmes et les réflexes de sûreté économique à avoir sont exactement les mêmes. Vous devez toujours considérer, en fait, d'une sensibilité stratégique les informations qui ont un fort impact sur votre entreprise. Donc, je répète, que ce soit un grand groupe, une TPE ou une PME. Ensuite, organiser la gestion des informations stratégiques tout au long de leur vie, c'est-à-dire quasiment une qualification, une déqualification, ce qu'on appelle dans les armées une classification et une déclassification. Une information stratégique sur un produit, à un moment ou à un autre, vous pouvez la considérer comme étant classifiée. Elle est classifiée. Le produit est sorti, il est disponible sur le marché, tout le monde le voit, tout le monde a la possibilité de le reproduire, de le copier, pour encore faire référence à nos amis chinois. À partir de ce moment-là, cette information-là n'a plus besoin d'être forcément aussi protégée qu'elle l'était lors de sa phase de recherche et de développement. Voilà. Protéger cette information, alors effectivement, il existe des moyens, on parle de cloisonnement, on parle d'accès à l'information, mais on parle également d'informations dites physiques. Chacun a sur son bureau, comme moi à l'heure actuelle, des données, des papiers, voilà, qui sont plus ou moins importants. Mais s'il est évident pour tout à chacun de fermer sa porte de bureau ou de son entreprise, il est aussi indispensable de veiller à ce que seules les personnes qui sont autorisées entrent et sortent du bâtiment. Mais les personnes qui sont autorisées à rentrer dans le bâtiment sont autorisées également à avoir un accès physique plus ou moins proche à l'information que vous détenez. Je pense à la femme de ménage. Bah voilà, Monsieur Dauphin, vous me devancez, effectivement, les agents d'entretien, oui. Les agents d'entretien. Alors, les agents d'entretien, on en parlera tout de suite après. Les agents d'entretien sont effectivement ce que nous, on appelle, et que moi, j'appelais par le passé, en fait, un vecteur de renseignement dit humain. Quoi de mieux qu'une femme de ménage pour faire un petit cliché des documents que vous laissez traîner sur votre bureau. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple de moyens opérationnels, donc de vol et de cambriolage. Là, pour le coup, on passe sur la partie du bas, sur le petit triangle que je vous ai montré en deuxième diapositive. Les informations et les documents que vous avez, dont vous ne vous servez plus en fin de journée, bon nombre de fois en entreprise, je les ai vus posés directement dans la poubelle
et la poubelle posée au bout du couloir à côté de la machine à café. Bon, alors là, la femme de ménage ou le lambda qui pénètre dans l'entreprise, parce que c'est relativement simple quand même de pénétrer dans une entreprise aujourd'hui, rien de plus simple pour lui que de se pencher, que de récupérer les informations, de les mettre dans sa poche et de sortir. Alors petit à petit, on récupère l'ensemble des informations. Et en fait, on fait de la collecte d'informations. Et mis bout à bout, au bout d'un moment, vous arrivez à reconstituer le puzzle. Donc, effectivement, vous fermez la porte de votre bureau, oui, mais tout ça, ça nécessite effectivement quelqu'un qui s'en occupe. Donc, généralement, un responsable sûreté ou un directeur sûreté au sein de l'entreprise, ou quelqu'un chargé de la sûreté, si effectivement l'entreprise n'est pas de taille suffisante pour pouvoir bénéficier de la présence d'un directeur ou d'un responsable. Ce responsable-là ou cette personne-là sera chargé d'identifier, d'hiérarchiser les zones à protéger en fonction des risques et en fonction des endroits. C'est-à-dire que la partie comptable va détenir des informations que ne détiendra pas celui qui effectivement fait de la recherche ou du développement. Ce responsable-là devra également évaluer périodiquement la pertinence de son système de contrôle d'accès par un audit, par des exercices, par des tests d'intrusion, par une vérification de délai d'intervention. Je vois effectivement gens qui parlent des agents de sécurité en prestataire externe, mais oui, là concrètement, oui, effectivement, là il s'agit tout à fait de voir si les agents de sûreté, de sécurité qui sont chargés de tout ça, eh bien, sont sensibilisés à la pénétration d'une entreprise ou autre. La dernière entreprise sur laquelle je suis allé faire un audit était située dans Paris. Alors oui, avait un système de badge, d'accès, tout va bien. Sauf qu'à 14h, lorsque tout le monde rentrait de déjeuner à l'extérieur, le flux était tellement grand qu'il était facile de s'immiscer à l'intérieur. S'immiscer à l'intérieur, monter dans les étages et récupérer les éléments. Voilà. Donc, si les portes, effectivement, si toutes les portes sont ouvertes et l'accès au couloir est facile et que toutes les poubelles sont posées en fin de journée, là, c'est facile de récupérer. Je ne vous parle même pas des poubelles extérieures, c'est-à-dire que quand l'entreprise, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, va vider ses déchets, il existe des gens qui sont spécialisés dans la collecte de déchets. Et à l'intérieur de ces déchets, hormis les boîtes de sandwich, on ne trouve pas que ça. On trouve plein de choses. Je vous donne un petit exemple vécu au sein d'une entreprise, notamment lors d'un audit. J'ai pu récupérer en test d'intrusion des éléments concernant un déplacement de commerciaux à l'étranger. Autant vous dire que j'avais le nom, le prénom, la date des vols, le numéro de vol et l'hôtel dans lequel ils allaient effectivement s'installer. Alors, à l'hôtel, on va dire que oui, de toute façon, les mesures sont prises, les hôtels sont sécurisés, ils font partie d'une liste d'hôtels qui sont effectivement, qui ont été testés, qui sont extrêmement sécurisés. Il s'avère que non, en fait, en réalité, non. Il n'y a pas d'hôtel sécurisé à l'étranger, ça n'existe pas. Un hôtel, par définition, c'est un endroit où des services étrangers, voire des personnels d'une entreprise étrangère, peuvent pénétrer facilement avec la complicité des hôteliers, peuvent pénétrer votre chambre d'hôtel et peuvent récupérer des données. Alors, poser les données dans un coffre de chambre d'hôtel, c'est pareil, ça ne sert à rien, strictement à rien. L'hôtelier, lui, dispose de l'ensemble des codes permettant d'ouvrir. Donc, concrètement, ça ne sert strictement à rien. Donc on parlait de déplacement, on parlait effectivement d'hôtels à l'étranger, mais il n'y a pas que ça. Comme je le mets sur la diapositive, vos déplacements réguliers. Alors, il ne s'agit pas de devenir complètement paranoïaque, mais un tant soit peu vigilant, permettrait inévitablement la fuite de données. Sur la diapo, vous voyez exemple de centrale nucléaire ou les Patriotes. Les Patriotes, c'est le film qui est un bel exemple d'opération humaine réalisée sur un Français. Alors, certes, c'est une fiction, mais en fait, cette fiction-là s'appuie quand même sur des éléments réels, il faut le savoir. Concernant la centrale nucléaire, je vous donne un exemple. Un audit sur anciennement EDF, donc c'est un audit qui date d'il y a plus de 20 ans quand même, mais on en parle encore aujourd'hui avec Greenpeace.
Il a été facile concrètement de suivre un des personnels de la centrale nucléaire qui avait été identifié comme détenant un badge d'accès, de le suivre un jeudi soir alors qu'il se rendait à son club de squash et durant son petit cours de squash, de récupérer l'ensemble des éléments qu'il avait dans son casier, d'en faire une copie et de ressortir. Ce qui a largement permis, avec la copie des badges, de pénétrer au sein de la centrale et d'aller poser quelques éléments quelque peu gênants pour EDF. Voilà. Bon. Aujourd'hui, ça s'est un peu amélioré, mais on se rend compte avec Greenpeace et avec la pénétration des locaux que, concrètement, c'est toujours pas ça qu'est ça. Voilà. On aborde gentiment les systèmes d'information numérique. Alors là, les experts présents, ou du moins les spécialistes présents au sein du chat, vous en diront beaucoup plus que moi sur tout ce qui est cybercriminalité. On est tous d'accord de toute façon que l'on soit spécialiste d'acquisition de renseignements par voie opérationnelle ou humain, comme c'est mon cas, que pour eux, par acquisition, par moyen technique, la faille est toujours humaine. Je fais référence notamment aux clés USB perdues, on l'a déjà abordé avec certains d'entre vous, c'est assez simple, ça aussi ça a déjà été testé, effectivement la clé perdue volontairement à l'intérieur de l'entreprise avait même des fois, pour être un peu plus pervers, le logo de l'entreprise directement dessus, voilà, la clé est pluguée sur le PC d'un salarié, voilà, cheval de Troie, effectivement, cheval de Troie, et après c'est parti. Là, effectivement, on a un petit souci. Donc, je disais toujours que le maillon le plus faible, ça reste l'humain. Oui, effectivement, ça reste l'humain. Ça reste le salarié qui va plugger sa clé USB. Ça reste le salarié qui ne protège pas son badge d'accès lorsqu'il va faire son squash. Ça reste le prestataire extérieur, la femme de ménage, n'importe qui. Ça reste la société prestataire de sécurité qui est censée assurer la sécurité et faire en sorte que personne, des gens qui ne sont pas de l'entreprise, ne puissent pénétrer à l'intérieur de la société. Oui, effectivement, je vois le personnel de l'entreprise lui-même, on va l'aborder tout de suite maintenant, puisque c'est la plus grosse partie. Effectivement. Effectivement. Juste avant, même si j'ai un petit peu dévoilé le truc gentiment, les déplacements à l'étranger, là, pour la diapo qui est actuellement devant vous, oui, effectivement, les commerciaux qui partent à l'étranger, et ça, j'en ai vu bon nombre, avec les propositions commerciales dans les mallettes, les propositions commerciales qui sont enregistrées sur un PC, les PC qui sont stockés à l'hôtel. Alors, je vois effectivement là dans le chat qu'on parle de PC sécurisés, mais là aussi, il y a un mode de sécurisation des PC qui se doit d'être d'un certain niveau quand on tombe face à une opposition aussi forte qu'un service et qu'un État qui travaille pour une entreprise ou pour une entreprise elle-même qui a embauché des anciens personnels travaillant pour les organes de sécurité étatique. Donc là, effectivement, le niveau de sécurisation, il faut voir avec vos RSSI, la plupart du temps, ils sont informés des dernières innovations et de ce qu'il faut. Le biométrique, actuellement, restant encore ce qu'il y a de plus correct en termes de sécurisation. Mais voilà, les disques virtuels, il y a plein de choses dans ce cas-là qui peuvent effectivement vous permettre de protéger votre information. Sachez de toute façon que lorsqu'il y a une opération cambriolage, qu'on appellera du cambriolage, de toute façon, ça ne laisse généralement aucune trace, ou pas beaucoup de traces, de toute façon. C'est le but en fait des services de renseignement, voire des entreprises qui effectivement vont mener ce genre d'action contre vous, c'est de ne laisser aucune trace. Elles ne doivent pas vous alerter. Donc par définition, de toute façon, vous ne le verrez pas. Donc ce qui veut dire que vos données, lorsque vous vous déplacez à l'étranger, vous les conservez toujours avec vous, toujours, sur vous. Voilà. Alors, je sais que ça peut être ennuyeux de se promener avec son ordinateur portable ou se promener avec son porte-document, mais vous ne les laissez jamais. C'est une règle de base, c'est la règle de base que toute entreprise doit utiliser. Je
je vois effectivement là qu'il est fait référence au TGV. Moi, j'allais aborder un autre exemple qui est le Thalys. Mais lorsque vous prenez le Thalys entre Bruxelles et Paris, moi j'ai eu l'occasion de le faire. Je peux vous assurer que vous avez de quoi vous amuser rien qu'à la lecture. Concrètement de ce que vous voyez sur les écrans, voire au Wi-Fi qui n'est pas sécurisé des membres de la Commission européenne, il y a franchement de quoi aussi récupérer de l'information. Et de façon très 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 simple. On n'y pense pas, eux-mêmes n'y pensent pas parce qu'ils ne sont pas sensibilisés non plus, mais effectivement, là, de toute façon, il y a un gros souci, mais ce n'est ni plus ni moins qu'une question de philosophie. Voilà, une philosophie de sûreté. Tout simplement. Alors, la sûreté économique de votre entreprise, je le mets dans la diapo, est rythmée par 3 facteurs. Le système d'information, on l'a dit, la sécurité physique du site et vous. On arrive à la partie humaine. Alors, la partie humaine, à chaque fois qu'on en parle, tout le monde nous regarde des yeux ronds comme des billes en nous disant « mais on est dans un film, ça n'existe pas ». Si, ça existe. Bien sûr que si, ça existe. Et tout le monde y est sensible. L'acquisition par moyens humains, c'est la méthode la plus sournoise qui existe, mais c'est aussi la plus fiable. Il faut savoir qu'actuellement, certains pays, allez, on va les nommer, la Russie, la Chine, les États-Unis, parce qu'on n'a pas d'amis, hein, ont employé, durant ces 5-7 dernières années, l'attaque cyber comme moyen d'acquisition d'informations, notamment sur la France. Bon, il s'avère que les Français ayant réagi bien tard, comme à l'accoutumée, aujourd'hui, on est de plus en plus protégés. Donc, ce qui fait concrètement, ce mode d'acquisition d'informations par moyens techniques donne beaucoup moins de bons résultats pour eux. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'ils reviennent, c'est même pas ce qui va se passer, c'est ce qui se passe actuellement, ils reviennent aux méthodes anciennes, c'est-à-dire le plus vieux métier du monde. Alors, le plus vieux métier du monde, ce n'est pas la prostitution, comme tout le monde peut le penser, mais c'est bien l'espionnage industriel, c'est bien l'espionnage tout court. C'est-à-dire que concrètement, il s'agit d'identifier une vulnérabilité à l'intérieur d'une entreprise. Une vulnérabilité, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être votre voisin, ça peut être un collègue de bureau, ça peut être nous, tout le monde et n'importe qui. Tout le monde réagit à ce qu'il est mentionné sur la diapo, c'est-à-dire le MICE, les leviers humains, les leviers de recrutement humain, l'argent, l'idéologie, la coercition et l'ego. L'argent, difficile souvent de résister quand vous avez un collaborateur qui va gagner un salaire certes correct, mais qui n'est pas forcément en adéquation avec ses besoins. Il suffit juste, effectivement, de le voir, de le connaître, de le rencontrer, de sympathiser avec lui, puisque ça, concrètement, c'est la meilleure des choses à faire. À partir du moment où vous avez sympathisé avec lui, vous commencez ce qu'on appelle une opération de recherche humaine. Opération de recherche humaine, c'est-à-dire identifier en fait l'accès que cette personne-là a à l'information. Si elle n'a pas un accès, commencez à le former, un tant soit peu, pour qu'il y ait accès. Et à un moment ou à un autre, pris dans la nasse, c'est ce qu'on appelle ni plus ni moins l'effet d'entonnoir, pris dans la nasse, il ne pourra plus reculer. Ça peut être un jeune stagiaire que vous avez pris récemment, ça peut être un de vos salariés, ça peut être n'importe qui, ça peut même être le grand patron. Il ne faut pas se leurrer. Alors, pour le grand patron, pour l'argent, c'est déjà un petit peu plus délicat. On va se dire que bon, il a concrètement suffisamment d'argent. Bon, là, on peut éventuellement aller sur de l'idéologie. L'idéologie, c'est assez compliqué. Même si, effectivement, on peut se rendre compte que, ne serait-ce que par patriotisme, certaines personnes peuvent être tentées de communiquer des informations. Je vous donne un exemple réel et vécu. En Thaïlande, Bangkok, Imperial Hotel, au large du Chao Phraya, un industriel français, bon, qui était protégé quand même à son insu, se fait gentiment tamponner par un membre de la BAD, la Banque asiatique de développement. Qu'a fait cette personne? Elle a profité ni plus ni moins de la petite pâtisserie Le Nôtre située dans le hall de l'hôtel et a pris contact avec cette personne-là, a pris contact avec ce Français. Voilà, ils ont commencé à discuter, ils ont commencé à bien s'entendre. Tout se passait très 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 bien. De fil en aiguille, bien évidemment, cet Asiatique lui fait découvrir la ville et tous ses travers. Je ne vais pas détailler, mais vous imaginez bien ce dont il peut s'agir.
Et là, on arrive sur la coercition. Effectivement, oui, la petite soirée sympa avec une autochtone ou plusieurs autochtones locales, le tout filmé. Mais bon, là, vous allez me dire, c'est un film. Non, non, ça existe en réalité, ça existe en vrai. Une fois que vous avez ça, je veux dire concrètement, il est facile de reprendre contact à Paris ou en France avec ce Français que vous avez vu à l'étranger. Et à partir de ce moment-là, écoutez, simplement lui expliquer que s'il ne souhaite pas que son épouse, ses enfants, son patron aient connaissance ou aient des vidéos ou des photos de ces petites galipettes à l'étranger, il s'agira peut-être de fournir des informations qu'accessoirement on va payer en plus. Donc c'est tout bénef pour lui. Les leviers de manipulation qui sont devant vous, MICE, donc l'argent, l'idéologie, la coercition et l'ego, ne sont ni plus ni moins qu'une table de mixage sur lequel vous appuyez tout doucement et sur que vous faites monter au gré en fait du contact que vous avez avec votre objectif. Donc voilà, vous pouvez en être victime. Ça peut être ni plus ni moins que la personne ou le stagiaire d'origine étranger avec qui vous vous entendez bien, avec qui effectivement vous avez noué des liens d'amitié. Voilà, lorsque vous vous déplacez à l'étranger, coup de bol, vous rencontrez un de ses amis ou la personne elle-même qui, elle aussi, bizarrement, commence à vous corrompre, que ce soit par le biais effectivement de faveurs féminines pour les hommes et de faveurs masculines pour les femmes, parce que ça existe, il ne faut pas se leurrer, hein. Ça existe aussi. Les Russes, d'ailleurs, sont très très bons dans ce genre de domaine. Voilà. Et ça, ce sont des exemples en fait qu'il s'agit de donner à vos collaborateurs et à vos salariés. Il faut leur donner. Parce qu'il faut que, concrètement, une petite ampoule s'allume dans leur tête en disant « Oula, il se passe quoi? D'habitude, je me regarde dans la glace le matin en me rasant, je suis pas beau, et puis là, je deviens un Apollon, il y a quand même un petit souci. » Alors, l'ego va jouer, bien évidemment, mais quand vous commencez à lui expliquer que la divulgation d'informations en France, si cette personne-là se fait choper, parce que de toute façon, c'est le salarié qui va se faire choper, c'est pas la petite hirondelle, comme on dit souvent, chinoise ou la belle Nadejda qui l'aura contacté, qui va se faire choper, ni l'officier traitant, en l'occurrence le membre des services étrangers ou le membre de l'entreprise de l'étranger qui va se faire choper en France. Non, non. En France, la divulgation d'informations sensibles, je le rappelle, 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Ça fait cher la petite escapade à l'étranger. Mais bon, après, chacun fait un peu comme il veut. Il existe la menace sur les enfants, ça, c'est sûr et certain, ça fonctionne toujours. Toujours. Le réflexe à avoir, une fois que vous en êtes victime, il ne faut pas attendre. C'est comme le chantage. Concrètement, dès que vous êtes pris là-dedans, vous allez voir votre responsable sûreté, vous allez voir votre directeur sûreté, vous allez voir votre patron et vous lui expliquez la situation. Faut avouer à moitié pardonner, comme on dit toujours. Généralement, ça passe ou ça passe pas, mais même si au final vous vous faites licencier, pour quelque motif que ce soit lié à cette affaire-là, il vaut mieux se faire licencier et se retrouver au chômage en liberté que de se retrouver en prison, tout frais payés, aux frais de l'État. Voilà. Alors, là, on était sur l'étranger. En France, la chose arrive aussi sur les salons professionnels. On a tendance à l'oublier. Moi, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça sur les salons professionnels. Effectivement, un membre d'une entreprise étrangère œuvrant peu ou prou sur le même domaine que la société qui était présente a commencé à nouer contact et à se lier d'amitié avec la personne. Plus on fait parler, plus on obtient des informations. Plus on obtient d'informations, concrètement, plus on peut en obtenir. Voilà. Oui, effectivement, la sensibilisation à la formation des employés, oui, la sûreté, l'analyse des vulnérabilités, oui, je suis d'accord, le risque zéro n'existe pas, c'est vrai, mais plus on en parle, et mieux c'est. Plus on se protège, mieux c'est. Plus on sensibilise, mieux c'est. Plus on explique en fait les conséquences que tout ça peut avoir, et mieux c'est. Aujourd'hui, beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises se focalisent sur la cybersécurité. À juste titre, ils ont raison. Mais je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, la cybersécurité a été un moyen d'acquisition de renseignements d'autres services ou d'autres entreprises, mais ils passent à autre chose.
Ils sont en train de se rendre compte, à juste titre, qu'en France, on est de mieux en mieux protégés et que nos experts en cybersécurité sont très, très, très bons. Effectivement. Donc, ils vont passer sur d'autres domaines. Ils vont passer, oui, sur de l'opérationnel pur, sur du cambriolage, sur du vol, sur du vol de poubelle, sur, sur de la copie, sur tout et n'importe quoi. Mais ils vont aussi, du coup, basculer sur le renseignement humain. Et l'humain, c'est le moyen le plus sournois. L'humain, des sources peuvent rester au sein d'une entreprise pendant 20 ans. Ça s'est vu. De toute façon, il a existé des sources au sein de services de renseignement pendant plus de 20 ans. Demandez la CIA. Voilà, elle a eu un agent, resté au sein de ses bureaux pendant plus de 20 ans, qui travaillait à l'époque pour le KGB et ensuite le SVR. Bon, le temps qu'il identifie et qu'il voit les fuites, ça a pris 20 ans. Je peux vous assurer que, voilà, des exemples comme ça, il y en a plein. En France, des exemples dans ce goût-là, il y en a eu. Si je remonte dans le temps, 1966, le Tupolev et le Concorde. Bon, voilà, là on était en 66. La méthode d'acquisition, c'était pas la cybersécurité et la cybercriminalité parce que ça n'existait pas, ça a été l'humain. Bon, on a vu le résultat, un joli Tupolev qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau au Concorde. Bon, voilà. Mais des exemples beaucoup plus récents, il y en a. Je vous les donne. Coca-Cola, 23 mai 2007, pas très très loin, hein. Vous allez me dire, ça commence à faire. Ex-employé de Coca-Cola, reconnu coupable d'avoir tenté ou de vendre à un concurrent Pepsi des secrets d'entreprise, condamné à 8 ans de prison. Aux États-Unis, ils ne plaisantent pas avec ça. Michelin, pareil, vaste transfert de technologie, ancien cadre du numéro 1 mondial du pneumatique, approché en juillet 2017 par son principal concurrent, le japonais Bridgestone. Un japonais. On peut se dire, oh, un japonais, mais c'est gentil, un japonais, c'est pas un russe, c'est un chinois. Non, non, non. Non, en fait, dans ce monde-là, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des partenaires. Voilà. Il ne faut pas croire que nos amis allemands, on les appelle nos amis allemands aussi, vont se gêner si des fois ça peut arranger leurs petites affaires. Non, pas du tout. Non, non, ils le feront. Sans aucun doute, ils le feront. Donc la sensibilisation, oui, elle est primordiale. Mais primordiale. Si concrètement, les collaborateurs ne connaissent pas ces 4 leviers de manipulation, ils y seront sensibles. Si on ne leur donne pas des exemples, ils seront sensibles aussi. Ils le seront. Donc ça, voilà, tout ça, c'est vraiment une philosophie en dehors des simples petits aspects de sûreté que l'on peut mettre en place au sein d'une entreprise. Oui, effectivement, oui, il y a toute une sensibilisation à faire parce qu'il faut effectivement que nos collaborateurs soient sensibilisés à tout ça. Il faut leur montrer des exemples. Alors les exemples passent par effectivement les exemples que là je peux vous donner. Il y en a quelques-uns. Je vous ai mis à la fin du à la fin de la présentation quelques films qui illustrent tout ça. Je vous ai parlé des Patriotes. Effectivement, là c'est une opération du Mossad sur un ingénieur français du CEA. Alors, comme je vous disais, c'est une fiction, mais ça se base quand même sur des faits réels, il faut le savoir. Vous avez la taupe, vous avez aussi la vie des autres. Tout ça pour dire que la stratégie globale d'un concurrent ou d'un État, c'est l'affaiblissement de l'entreprise. Affaiblissement par moyen cyber dans un premier temps, étant donné qu'il n'y arrive pas par moyen opérationnel, le vol, etc., etc. Et puisqu'il n'y arrive encore pas, ou parce que vous êtes bien protégé, ce sera l'humain. Là, comme je vous ai dit, l'humain, c'est le plus difficile à déceler. Et c'est par la sensibilisation que vous y arriverez. L'enquête interne, c'est difficile. La loi française fait que de toute façon, on a beaucoup de mal à enquêter sur nos propres salariés. C'est vrai. C'est un tort. Les étrangers s'y sont mis, ils s'y mettent bien. En France, on protège les libertés individuelles. Oui, c'est vrai, à juste titre, on a raison. Maintenant, voilà, entre liberté et effectivement préservation de la technologie d'une entreprise, il y a des limites. Donc voilà comment à peu près fonctionne, le mouvement d'acquisition d'informations et de renseignements. En sachant que, une fois que l'entreprise est affaiblie, il y a des exemples très récents, je ne citerai pas les noms, mais je ne m'étendrai pas dessus parce qu'il y a des enquêtes en cours. Ce qui se passe, c'est que concrètement, au bout d'un moment, le pays ou l'entreprise qui est à l'origine de cette attaque va diffuser l'information
dans la presse, sur les sources ouvertes, etc., etc., etc. Ce qui se passe, c'est que concrètement, les investisseurs de cette entreprise, au bout d'un moment, n'ont plus confiance. Donc, ils n'investissent plus parce qu'ils se rendent compte que la sécurisation des éléments sur lesquels ils investissent n'est pas assurée. Que se passe-t-il par la suite? Eh bien, des investisseurs du pays d'origine de l'attaque commencent à arriver. Et ça se voit actuellement, on est en train de le voir. La Chine plus particulièrement, pour les citer encore, parce que mine de rien, nous sommes en guerre, et en guerre économique avec eux, il ne faut pas l'oublier, des investisseurs chinois arrivent, commencent à prendre une part du capital, et puis une plus grande part, et puis une part, puis jusqu'à arriver à une majorité. Une fois qu'ils ont fait ça, ils dépouillent l'entreprise complètement, et ils la revendent. Et ils la revendent à qui? Ils la revendent à l'État français. C'est un peu l'histoire du chien qui se mord la queue, mais au final, s'il n'y avait pas eu une faille humaine ou technique ou opérationnelle dans tout ça, on n'en serait pas là. Et on arriverait un petit peu à protéger nos avoirs et nos actifs en France. Je le répète, c'est quelque chose, en fait, et une philosophie que l'on a du mal à mettre en place en France. On a du mal. On a vraiment, vraiment beaucoup de mal. Peu de gens y croient. J'ose espérer que de toute façon, les gens qui sont présents ici, notamment dans ce webinaire et qui participent, je vois le chat gonfler au fur et à mesure. Je pense, je suis sûr et certain que concrètement, ces gens-là, ils sont sensibilisés et ont conscience de tout ça, mais c'est une philosophie qu'il s'agit de répandre sur l'ensemble des tissus industriels français si on veut se préserver. Je le répète, évaluation de l'année dernière, 2019, 46 milliards d'euros de pertes. 46 milliards d'euros. C'est énorme. Ce qui veut dire que concrètement, si on se protège un peu plus, peut-être que la balance commerciale française sera un petit peu plus équilibrée. Mais ça, c'est un autre débat et on y reviendra un peu plus tard éventuellement. Nous sommes contraints par le temps. Il est 14h47, ce qui fait qu'il nous reste 13 minutes. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions, parce que là, pour l'instant, c'est par le chat que ça se fait. J'ai essayé de réagir au fur et à mesure, mais à la vitesse à laquelle ça va. J'ai essayé de réagir le plus rapidement possible. Alors, oui, effectivement, je vois effectivement qu'il y a collaboration de temps en temps avec le SCRT, donc effectivement les anciens renseignements généraux, ou la DGSI pour la sauvegarde des intérêts de PME locales. Oui, ça se passe bien. Il faut savoir quand même que la DGSI va intervenir pour la sauvegarde d'intérêts locaux de PME à partir du moment où ils sont sollicités par cette PME, parce que d'initiative, ils ne le feront pas, non pas parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, mais parce qu'ils n'ont pas des moyens. La sous-direction B, les DGSI, donc celle qui est chargée de la préservation du patrimoine, honnêtement, ils ne sont pas très très nombreux, mais vraiment pas nombreux du tout. Et ils mériteraient d'être beaucoup plus nombreux que ça. Malheureusement, ils n'ont pas la possibilité d'intervenir aussi souvent qu'ils le voudraient au sein de toutes les entreprises françaises. Je vais essayer de remonter dans le chat, mais c'est pas facile, puisque concrètement, à chaque fois que quelqu'un poste, ça redescend. Ou alors, n'hésitez pas concrètement à reposer la question ou à réintervenir. Alors, oui, effectivement, les références sûreté, gendarmerie, police, oui, tout à fait. Alors là, je serais tenté de vous dire, ouais, effectivement, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée sur la gendarmerie. Mais la gendarmerie et la DGSI, en fait, ont une connaissance de la sûreté économique à but défensif. C'est-à-dire que, ne connaissant pas forcément l'ensemble des techniques que je ne vous ai pas expliqué non plus durant le webinaire, il ne faut pas non plus dévoiler tous ces secrets, ne connaissant pas la partie offensive, ils ont effectivement des préconisations qui sont de bon sens, tout à fait, ouais. Mais quand on veut faire du défensif, si on ne connaît pas l'offensif, c'est très difficile en fait de faire une bonne sensibilisation, parce que des fois on oublie un exemple, on oublie une façon de faire. Et donc concrètement, un salarié qui n'aura pas vu cette façon de faire lors de la sensibilisation, eh bien, étant donné qu'il n'a pas été sensibilisé, voilà quoi, il sera beaucoup plus sensible. Ça, c'est sûr et certain. Donc effectivement, d'avoir en son sein quelqu'un qui a fait de l'offensif ou qui connaît l'offensif tout du moins, ça permet de brosser en fait l'ensemble des méthodes d'acquisition de renseignements et notamment plus particulièrement la partie humaine et effectivement voilà quoi. Ça permet de mieux sécuriser son entreprise.
Oui, la diffusion de ce webinaire, oui, justement, mais la diffusion de ce webinaire, c'est bien pour ça que de toute façon, il ne contient pas l'ensemble des éléments. Voilà. Et oui, se mettre à la place de l'attaquant, de toute façon, comme on dit toujours, quoi de mieux que d'embaucher un voleur pour se préserver du vol. Alors, des exemples d'attaque. Ah, des exemples d'attaque. Par moyens humains, notamment pourquoi pas. Euh, Alors, c'est un peu difficile par moyens humains, parce que concrètement, par moyens humains, bon, c'est toujours pareil en fait. Par moyens humains, c'est l'étude de vulnérabilité. On a mais tous, autant qu'on est. Vous, moi compris, on a tous des failles. On a tous inévitablement quelque chose qui fait que concrètement, on peut vous attaquer par cette faille-là. Alors, je parlais tout à l'heure de faveurs féminines, parce que c'est souvent le cas, c'est comme ça en fait que font les services chinois. Faveurs féminines, ils appellent ça des hirondelles, c'est pas pour rien, mais ça marche aussi pour les femmes. Voilà. Alors, voilà, au sein du SVR, ils ont deux sections. Ils ont une section Vénus, une section Roméo. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça, c'est une possibilité. Alors, les exemples d'attaque comme ça, bon, on va pas détailler, mais c'est facile. Vous êtes à l'étranger, vous êtes invité par votre correspondant, par une société, par quelqu'un, voilà, qui vous amène découvrir un lieu d'une ville que vous ne connaissez pas et dans lequel vous tombez dans un traquenard. Il n'y a même pas besoin d'être membre d'une société. Vous vous trimballez à Pigalle, là, vous voyez les touristes francophones en fait qui rentrent dans les sex shops. Bon, bah voilà, concrètement, ils se font avoir aussi. C'est le principe. Mais la faille n'est pas que là. Effectivement, elle peut être sur vos enfants. Elle peut être sur vos moyens financiers. Elle peut être sur une de vos déviances. Voilà, vous pouvez être accro, vous pouvez aimer le vin, vous pouvez aimer le cigare. Quelqu'un va vous offrir une boîte de bons cigares, va vous offrir une caisse de vin. C'est quelqu'un que vous avez rencontré de façon anodine, mais vous ne l'avez pas rencontré dans le cadre forcément de votre entreprise. Vous avez très bien pu le rencontrer dans un cadre purement privé. Je vous donne un exemple, allez, me concernant, parce que c'est arrivé. Un jour, je me trimballais dans un parc, voilà, dans un parc. Il y avait des jeux pour enfants. Voilà, mon enfant était en train de jouer effectivement sur les toboggans. Je me suis fait gentiment tamponner par une jeune femme, voilà, qui était en train d'observer a priori et selon ses dires ses enfants. Bon, elle a posé beaucoup trop de questions et beaucoup trop de questions à mon goût. Dans ma petite tête, j'ai 3 antennes, une verte, une orange, une rouge. Le parc floral. Voilà, j'ai une petite antenne rouge qui s'est allumée immédiatement. Alors, c'est pas de la paranoïa, c'est juste de la vigilance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un commence à poser des questions sur ce que je fais dans la vie, ce à quoi je m'intéresse, ce sur quoi je travaille, etc., c'est jamais bon, quoi. Et aborder quelqu'un par le biais de ses enfants, c'est ce qui est le plus simple. Mais c'est vraiment très, très simple. Alors, le budget moyen en pourcentage de chiffre d'affaires accordé en France sur la sûreté économique. Alors, a priori, des derniers éléments que j'ai vus, on était, il y a encore quelques années, à peine 0,7-0,8%, parce qu'on ne prenait pas la cyber. Et là, effectivement, aujourd'hui, on commence à monter un petit peu 2, 3, 4%, quoi. Un peu de choses près. Ouais, on est à peu près à ça, à 4% du chiffre d'affaires en France, parce que la partie cyber commence à prendre énormément de moyens en termes de pourcentage. Alors vous allez me dire que le reste des moyens en sûreté physique et renseignement, effectivement, ça prend pas grand-chose, mais concrètement, voilà, en ayant quelqu'un qui est vraiment sensibilisé à tout ça et qui fait un panel complet de la sûreté d'entreprise et qui fait un bon audit, normalement, on devrait pouvoir s'en sortir même avec ça. Voilà. Mais là aussi, je vais encore me répéter, on considère souvent ça comme une dépense.
contrainte. Non, la sûreté économique, c'est pas une dépense contrainte, c'est une dépense d'investissement. Lorsque une entreprise perd un marché alors qu'elle a passé des années à développer, qu'elle a embauché des gens pour développer, et qu'elle perd un marché, qu'elle ne sait pas pourquoi, alors qu'elle avait potentiellement le meilleur produit, et qu'au final elle se rend compte que c'est un concurrent qui obtient le marché avec un produit quasi similaire, là il faut se poser des questions. Surtout quand ça se produit régulièrement. Et en France, ça se produit vraiment régulièrement. Il faut vraiment se poser des questions, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voilà. Donc, ce pourcentage de chiffre d'affaires en France, il mériterait tout du moins d'être alloué à de la vraie sûreté. Mais de la vraie, quand je dis de la vraie, c'est effectivement de la sûreté par sensibilisation, de la sûreté avec des acteurs, que ce soit la gendarmerie, des GSI, des GSE, des RSD, des NRED, des gens qui viennent de là, qui y travaillaient, ou des gens qui vous sont recommandés par ces entités-là, qui, eux, pourront vous protéger, quoi. Voilà. Externaliser, oui, externaliser. Alors le problème, c'est que d'externaliser ses fonctions, ce qui veut dire que concrètement, vous n'avez pas forcément la main mise et vous ne vous assurez pas forcément de la fidélité complète de la personne qui est chargée de tout ça. Et en plus, en externalisant, votre entreprise a certainement une aura et les reins un petit peu plus solides pour pouvoir donner de l'assise à ce personnel chargé de la sûreté que s'il était externalisé. S'il est externalisé, il devient faible. S'il devient faible, il y a des leviers qui sont potentiellement déployables sur lui aussi. Voilà. Donc, externaliser, c'est bien, mais ça a ses limites. Alors, on peut externaliser beaucoup de choses, mais du moins, le cerveau et la tête pensante de cette sûreté économique, il faut qu'elle reste au sein de l'entreprise. Vraiment. Et puis, c'est un lien directement entre lui ou elle, enfin, cette personne-là chargée de sûreté économique, et le grand patron, et le PDG. Il faut vraiment qu'il y ait un lien direct parce que concrètement, voilà, ça permet de résoudre certains problèmes, ça permet de passer outre certaines dispositions, et puis ça permet de cloisonner l'information un petit peu plus, quoi. Quid de faire intervenir les services de l'État? Quel est le coût associé? Alors en termes de coût, pour les services de l'État, il n'y en a pas, puisque concrètement le coût, ce sont nos impôts, à vous et à moi. Faire intervenir les services de l'État, ben, concrètement, en fait, je serais tenté de dire qu'à partir du moment où effectivement vous n'avez pas d'entité sûreté et que vous vous sentez potentiellement victime de ça, n'hésitez pas à les solliciter. Ils seront tout à fait contents de venir vous voir. Et puis, d'une part, de venir vous voir, et puis deuxièmement, de vous donner les tuyaux qui vous permettent de... récemment, une entreprise chargée recherche-développement en ingénierie haute qualité située en région parisienne a été victime d'une cyberattaque assez phénoménale. Enfin, récemment, il y a 2 ans. Ils ont fait intervenir effectivement l'ANSSI. L'ANSSI est intervenu, j'ai oublié de les citer, mais là je préfère laisser la main aux spécialistes en cyber. L'ANSSI est intervenu, effectivement, ils ont vraiment bien verrouillé la chose, ils ont évité qu'il y ait plus de fuites, etc., etc., etc. Ça, c'était il y a 2 ans. L'ANSSI est intervenu, voilà, assez gratuitement, on va dire. Il s'avère que cette entreprise, 2 ans après, c'est-à-dire très très récemment, a subi plusieurs attaques d'origine humaine. Voilà, donc c'est-à-dire que ça veut bien dire que concrètement, il y a un service étranger, il y a une nation étrangère ou il y a une entreprise étrangère qui s'intéresse en fait à cette entreprise-là. Voilà. Ils ont essayé par moyens cyber, ça a donné des résultats. L'entreprise s'est bien verrouillée côté cyber. Je pense qu'ils ont essayé aussi la partie opérationnelle et ils ont essayé la partie humaine. La DGSI a été sollicitée sur le coup. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Faire travailler les services de l'État à la prévention, c'est compliqué parce qu'en fait les services de l'État, et j'en viens, les services de l'État en fait n'ont pas forcément une connaissance suffisante du tissu industriel français et du mode de fonctionnement des entreprises. Et donc ils raisonnent en fonctionnaires, hein. Voilà, bon, tout simplement. Donc voilà, on raisonne en fonctionnaire. Il est logique que c'est très 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 difficile. C'est très difficile d'adopter les codes des entreprises. Voilà.
là, il est 14h59, c'est-à-dire que le webinaire se finit dans 8 minutes. Je vous invite, je vais être obligé de couper là de façon un peu brutale, mais concrètement, parce qu'on n'a pas le choix, je vous invite à vous rendre donc sur l'adresse web qui est mentionnée à la fin de ce webinaire. Vous pouvez continuer à poser vos questions. Vous pouvez également contacter Christopher Jost, J-O-S-T, qui est à la tête de l'association ADES pour poser vos questions. Vous pouvez également me contacter via LinkedIn si vous le souhaitez. J'y suis. Pour continuer cet échange, je pense et j'espère passionnant pour vous. Échange qui ne peut pas être complet parce qu'il faudrait des heures et des heures et des heures et des heures. Mais bon, c'est un début. Au moins, ça se fait. C'est déjà pas mal. Donc, je vous invite à aller sur le site de l'ADES. Vous pourrez donc consulter cette petite présentation et vous pourrez continuer à poser vos questions sur le site de l'ADES et questions auxquelles nous répondrons avec grand plaisir. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Je vous remercie pour vos mots très gentils. Et puis je vous dis peut-être à une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.